Alors, nous allons passer la parole maintenant à Laurence Rosier, encore quelqu'un qui est assez bien connu d'un certain nombre de membres du public. Vous savez que Laurence est professeure de linguistique, d'analyse du discours et de didactique. Alors, elle a de nombreux domaines de spécialité, en particulier le discours rapporté, le discours comique et, je dirais, particulièrement important, hélas, de nos jours, les discours de haine et les insultes aux femmes. Alors, le plus récent ouvrage de Laurence, on est entouré d'auteurs primés, hein, vous l'aurez remarqué, eh bien, le plus récent ouvrage de Laurence, de l'insulte aux femmes, a reçu le prix de l'enseignement du Parlement Wallonie-Bruxelles en 2018. Alors, nous l'écoutons avec plaisir et intérêt. Merci beaucoup. J'essaierai de ne pas être trop décalée parce qu'évidemment, je ne suis pas spécialiste de Voltaire et je ne suis pas tutologue non plus. Les tutologues, c'est un peu à la mode sur les réseaux sociaux. Ce que je vais essayer de faire, c'est en effet de tisser les fils rouges entre d'abord tout ce que j'ai entendu ce matin et qui étaient des choses quand même, j'ai quand même eu des cours sur Voltaire et je l'ai lu, qui tournent autour du second degré aujourd'hui. Puisqu'il y a quand même un discours un peu doxique qui veut qu'on ne puisse plus dire aujourd'hui des choses que l'on disait auparavant. Je suis un peu partie de cela. Alors, attendez, parce que moi, je n'ai pas de PC. Voilà. Alors, je vais faire un petit cadrage d'abord sur le point d'où je parle. Moi, je parle en tant que linguiste et analyse de discours. Et dans ma discipline, en fait, l'ironie, on l'envisage comme un énoncé dit polyphonique, dialogique, c'est-à-dire que c'est une des figures de l'altérité. Et ça, c'est intéressant. Il y a cette dimension de l'autre. Et alors, on verra évidemment quel est le rapport à l'autre qui va se créer. Mais il se crée par des formes linguistiques. Madame ce matin a parlé du style indirect libre. Je vais évidemment aussi l'évoquer. Mais c'est clair que les questions de discours rapporté, de dialogue fictif, dont on parle beaucoup pour Voltaire, de style indirect libre, sont des formes qui renouvellent ce rapport à l'altérité et qui peuvent avoir une dimension ironique. Il ne faut donc pas oublier le modèle de coopération de l'ironie. Alors, l'ironie, c'est évidemment aussi une figure de style qui met en jeu des procédés de double énonciation. On a parlé d'antiphrase, il y a l'hyperbole, la sileps, l'épitrope, ce sont toutes ces figures dont nous entretenait déjà à l'époque de Voltaire Dumarsais et Bauzet aussi, dans l'article ironie de l'encyclopédie. Ce qu'on met en avant là-dedans, et j'y reviendrai, vous verrez, c'est la question du détournement de sens. Et on sait que la question du détournement de sens, du détournement d'image, est particulièrement illustrée aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, il y a l'idée là aussi de ce qu'on peut appeler une pragmatique figurale. C'est-à-dire que qui dit pragmatique dit pas seulement production, mais dit réception. On est de nouveau là dans un modèle de coopération. Alors, quand on essaye évidemment de travailler sur le terme ironie, il est clair qu'on va tomber sur le sarcasme, la raillerie, la parodie, sur toute une série de termes qui sont parfois utilisés l'un pour l'autre et parfois non. Alors, je ne suis pas une puriste des termes. Moi, ce que j'aime bien aussi étudier, c'est justement la manière dont les termes vont voisiner dans les usages spontanés et j'essaierai de vous en montrer quelques exemples. Il y a évidemment un lien avec l'insulte, mais là qui est ancien. Furetière disait que l'ironie, c'était pour blâmer l'adversaire en faisant semblant de le louer, et dans le blâme, il peut y avoir l'insulte. Il y a évidemment un lien avec les genres de discours. Je ne pense pas que dans une démonstration de mathématiques, on fera de l'ironie, par exemple, en général. Et les études de genre, on a parler des femmes, c'est clair que vous verrez que je terminerai par l'humour contemporain féministe, puisqu'on dit en général que les femmes n'ont pas beaucoup d'humour, mais je montrerai qu'il y a quand même de l'espoir, peut-être, et qu'il y a des configurations, mais différentes, sans doute, de l'ironie. Il y a quelque chose aussi que je voudrais mettre en avant et j'ai vraiment beaucoup apprécié que les communications mettaient en avant la dimension polysémiotique de l'ironie. Je crois qu'en tant que linguiste, on a été très souvent logocentré, c'est-à-dire c'était l'ironie
textuel, hein, et donc même les caricatures, on n'osait pas trop s'y aventurer en disant il y a de l'image, c'est pas pour nous linguistes, nous on n'est pas sémiologues. Bah, la linguistique est une sémiologie parmi d'autres, hein, donc et là maintenant on ne peut plus avoir cette barrière, notamment avec si on étudie les réseaux sociaux, puisqu'on est tout le temps confronté à l'image. Et il y a aussi cette corporalité et cette mise en voix. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai et qui me vient d'ailleurs de cette réflexion sur le style indirect libre. L'ironie, c'est aussi une question d'intonation. Hein, quand on commence, d'ailleurs, il y a des extraits qui ont été lus, on voit qu'on va les lire avec une certaine intonation pour qu'il y ait ce double écho de voix qui doit être entendu. Et enfin, il y a évidemment le lien avec les valeurs et avec l'éthique. Hein. L'ironie, ce n'est pas non plus faire n'importe quoi ou dire n'importe quoi ou rire de n'importe quoi. Il y a un lien évidemment avec la déstabilisation de la doxa, comme disait Anna Jaubert. Donc ça, c'est un petit résumé de toutes les préoccupations auxquelles touche l'ironie. Et quand j'ai fait ça, je me suis dit, vaste programme. Donc, alors non, attends, là c'est dans voilà. Alors, quand on parlait évidemment du fait que l'ironie est polysémiotique, je me suis souvenu de toutes ces anamorphoses et de ces illusions d'optique très critiques, hein, notamment là c'est une représentation que j'ai photographiée ce week-end au musée protestant à Paris, hein, le cardinal Buffon, où on a deux points de vue qui sont dans la même image. Hein, et donc là, je trouve ça intéressant par rapport à ce qu'on pourrait appeler la dimension ironique et cette composante de l'altérité, c'est que l'une n'existe pas sans l'autre. Et donc là, il y a cette dimension de collaboration et de coopération que j'ai déjà mentionnée. De même, cette image, alors quand vous tapez image ironique photo hein, sur Internet, vous tombez en fait sur cette série de Robert Doisneau, La vitrine de Romy et les fesses. Et en fait, ce que fait Doisneau, il regarde le regard oblique. Et les regards obliques, est-ce que hein, y a cette idée d'ironie évidemment. Alors là, on est aussi dans une composante où, alors on a la femme qui regarde sans doute un tableau très classique, hein, fait de pommes, etc. Et évidemment l'homme qui regarde les fesses d'autres pommes. Et dans cette composante, il y a aussi cette idée. On est là, et j'y ai pensé tout à l'heure aussi, parce qu'on a parlé du rapport l'ironie, le domaine de la sexualité. Il y a la grivoiserie. Ici, on est dans une espèce d'installation grivoise, puisque le spectateur ou la spectatrice de cette photo est complice de l'homme qui porte un regard concupiscent ou lubrique, hein, c'est la définition par Freud de la grivoiserie, et il exclut la femme, et normalement la femme, on rigole un peu d'elle, et normalement, si elle s'aperçoit du regard oblique de son mari, elle va rougir. Hein, ça, c'est le principe de la grivoiserie. Donc, toute cette dimension font évidemment qu'il y a le spectateur, et il y a une collaboration et une exclusion, qui est aussi un des principes de l'ironie. Alors, en relisant des articles sur l'ironie voltairienne, hein, je me suis mise là-dedans, je me suis appuyée évidemment sur certains travaux qui analysaient en fait la diversité. J'ai l'impression qu'il y a des ironies chez Voltaire et qu'il y a une évolution. C'est-à-dire qu'au départ, il dit... il faut de l'animosité en fait, donc il y a un lien avec l'agressivité, et puis progressivement il va affiner son principe dans ses formes aussi, en disant point d'injure, beaucoup d'ironie et de gaieté, les injures révoltent, l'ironie fait rentrer les gens en eux-mêmes. Alors ça c'est intéressant, cette introspection via l'ironie. La gaieté désarme, on voit, et ça sera poursuivi par tous les gens qui travaillent sur l'humour ensuite, c'est qu'on essaye de classer, quoi, en disant il y a l'humour, il y a l'ironie, il y a la gaieté, etc. L'ironie n'est autre chose qu'une raillerie, l'éloquence souffre cette figure en prose, et là il y a toute une réflexion, notamment quand il parle des genres nobles, en disant est-ce que l'ironie peut être intégrée au genre noble ou pas. On a vu tout à l'heure, dans un genre que je considère maintenant comme noble, dans la bande dessinée, hein, comment intégrer l'ironie, c'était aussi une dimension qui était extrêmement intéressante parce qu'elle se renouvelle évidemment avec de nouveaux genres. Alors évidemment il y a les exemples classiques de l'ironie chez Voltaire. Je ne vais pas vous lire tous les exemples, mais voilà, ça ce sont Gendrel et Morand qui travaillent sur l'humour est-il rhétorique. Et il cite, voilà, Voltaire, à propos de la question qu'un conseiller de la Tournelle inflige à un accusé, cite un vers des plaideurs. Alors ça, c'est intéressant, c'est déjà que pour faire de l'ironie, il se sert de la parole de l'autre. Hein, donc, dans l'effet citation, il y a quelque part une double mention ici, puisque je vais faire de l'ironie avec un vers appartenant à quelqu'un d'autre. Ça fait une double énonciation. Donc, la torture, cela fait toujours passer 1 heure ou 2.
exemple traditionnel d'ironie et d'antiphrase, puisque ce que dit Voltaire à travers cette citation est l'inverse de ce qu'il pense. Mais après, les auteurs continuent en disant... si on met cette phrase dans une nouvelle à la Ambrose Bierce, hier j'ai tué toute ma famille, cela faisait toujours passer 1 heure ou 2. Dans ce cas-là, on ne parle pas d'ironie, mais d'humour noir. On ne parlera pas non plus d'antiphrase, puisqu'il n'y a finalement aucune proposition juste à rétablir. Donc, on se dit qu'il ne pense pas réellement que ce qu'il dit, mais il ne fait pas l'inverse de ce qu'il pense. Et donc cette question de l'inversion, elle est évidemment très importante. Alors je vais passer sur toutes ces discussions, quoiqu'ici je trouve que ce qui est intéressant dans cette réflexion, c'est que cette idée que quand on réfléchit sur la définition de l'humour ou de l'ironie, on essaye de dire qu'il y a quelque chose qui serait de l'ordre d'une antiphrase factuelle, qui serait l'ironie, et d'une antiphrase axiologique, qui serait un jugement de valeur. Or, pour moi, j'ai l'impression, et je vous citerai l'exemple de Desproges tout à l'heure, que l'ironie est aussi fondée sur des valeurs et sur une certaine éthique. Alors, quand je travaille sur cette question actuellement, puisque j'ai mis les avatars contemporains de l'ironie, moi, quand je travaille sur l'insulte aussi d'ailleurs, je prends toujours l'idée du contexte, de la situation et de la mémoire. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle d'humour et d'ironie, on tombe tout de suite sur politiquement correct, versus le langage vrai, le langage transparent. On ne peut plus rien dire, donc on est dans cette espèce de doxa par rapport à l'ironie. On est aussi dans un contexte où on a une polémicité maximale du débat public. Et la polémique peut faire partie de l'ironie, mais en même temps, comme elle crispe les positions, il y a certainement une perte de l'humour, il y a une polarisation des positions, un antagonisme des altérités, et on a un continuum, évidemment, entre l'humour et puis différents types d'émotions plus pathémiques. On va être dans la colère, la honte, etc. Et alors on va aller vers les discours de haine, mais certains discours de haine vont emprunter des formes de l'ironie. Alors, pour vous montrer des exemples qui montrent que quand on parle d'ironie, on va évidemment parler de politiquement correct. Voilà, par exemple, un article qui nous dit « Les valeurs diffusées par le politiquement correct n'ont pas d'assises réelles, ainsi que le confirme l'ironie de Claude Dunton. Le gros mot par excellence le plus menaçant en foiré n'est plus que l'ombre d'une insulte. Poufias traîne quelques relents d'efficacité. Salope se porte assez bien. Sans doute une question de sonorité heureuse. » Et là, on voit évidemment que l'ironie de Dunton ne se fonde pas du tout sur des usages qui sont les usages, je veux dire, de la poubelle du net, où là, on n'a pas du tout d'ironie quand on utilise le terme salope, poufias, etc. On a ici, évidemment, une espèce de distance dans la réflexion sur l'insulte, et on n'est pas les mains dans le cambouis. Alors, dans un autre exemple, par exemple, il est vrai que toute tentative de second degré dans l'espace public est aujourd'hui immédiatement punie d'agressif malentendu sur les réseaux sociaux. Ainsi, il est permis de penser qu'Alain Finkielkraut, par exemple, ne souhaite pas vraiment informer le pays qu'il viole sa femme chaque soir. Il avait fait cette célèbre... Il a tenté quelque chose de l'ordre de la provocation, mais hélas pour lui, Finkielkraut n'est ni Coluche ni Desproges. Le plus souvent, par exemple, quand il défendait SK ou Polanski, il s'exprime au premier degré. Sa tentative de second degré apparaît donc comme un premier degré camouflé, une ruse de la parole dominante, vouée être déjouée comme telle. La liberté de rigoler des dominants y perd, la clarté du débat y gagne. Et donc, vous voyez que c'est toute une analyse de « on ne peut plus rien dire ». Et on voit, évidemment, la force de dire, bon, il y a des énoncés soi-disant ironiques qui sont prononcés dans l'espace public, et puis, évidemment, on en appelle toujours aux mannes de Coluche et de Desproges. Et justement, Desproges, par rapport, dans sa notice Wikipédia, on parle de lui comme une ironie humaniste à la Voltaire. Donc il y a un lien qui est fait, et il est clair que le sketch que l'on met toujours en avant, qui est y a-t-il des juifs dans la salle, c'est un sketch dont on dit voilà, maintenant on pourrait plus le dire. Eh bien, c'était beaucoup plus complexe, puisque dans un très très long article sur les malentendus autour du sketch de Pierre Desproges sur l'antisémitisme, aujourd'hui par exemple ces filles surveillent beaucoup les usages que font les antisémites de ce texte, parce qu'en fait ils extraient des punchlines, on va dire un peu, et du coup on fait dire au texte évidemment tout ce qu'il ne disait pas, puisque sa peur profonde c'était de faire mal aux rescapés de la Shoah et à leur famille, il a consulté, etc. Et donc il voulait être sans autocensure, et en même temps il avait cette interrogation constante, est-ce que je vais être compris avec...
Et ce Guy Konopnicki dit on peut tout de même avancer qu'en ce temps-là, il était plus évident de s'aventurer sur ce terrain. Donc lui, il dit en fait aujourd'hui l'antisémitisme a tout à fait remonté, et donc finalement c'est le contexte qui fait aussi que le texte doit être pris avec des pincettes et chaque fois recontextualisé. Et des collègues linguistes qui ont fait on a fait tout un colloque il y a quelques années sur Pierre Desproges, un écrivain dégagé par rapport. Et elle disait, il y a ceci en fait, il y a un pacte humoristique, et ce pacte humoristique, évidemment, quand on est sur le net, il n'est pas là, puisqu'on est obligé de discuter aussi, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on est obligé de discuter avec des gens qui normalement ne discuteraient pas dans la vie réelle. On nous dit, ça alimente le débat, mais je ne suis pas toujours sûre, ça polarise certainement. Pierre Desproges s'est construit un ethos, une manière d'être qui est un contre-ethos, et il se sert de signaux d'ironie, exagération incongrue, non-sens, illogisme, inversion des réalités, posture. Si on ne regarde pas le sketch, on ne comprend pas. Quand on regarde le sketch, on voit qu'il y a une posture contre l'antisémitisme claire. Mais c'est parce qu'il y a tout le corps, il y a sa manière d'être, la connivence établie et les ruptures de connivence. Et donc, quand je parlais de la corporalité de l'ironie, c'est de nouveau son contexte. Alors, dans ces mécanismes contemporains de l'usage des différentes formes de l'ironie, vous avez dit tout à l'heure, monsieur, en effet, que l'ironie au XVIIIe ne prend pas vraiment la forme du style indirect libre. Je sais qu'il y a quand même, du côté anglais, Pamela de Richardson, je pense que là, il y a des formes de discours direct libre, en tout cas. Il y en a un petit peu chez Rousseau. Mais je pense que la manière dont Voltaire utilise le dialogue fictif, le discours direct et certains emplois de l'imparfait ont déjà ouvert finalement ce fameux style indirect libre qui évidemment est dans l'allusion, dans la fiction, dans la mise en voix. C'est vrai que si on lit à voix haute des extraits de Madame Bovary, mais par ce renoncement, il la plaçait en des conditions extraordinaires. Évidemment, tous les termes comme ça, on va les appuyer. Elle se dégagea pour lui des qualités charnelles dont il n'avait rien à obtenir, et elle alla dans son cœur, montant toujours et s'en détachant, à la manière magnifique d'une apothéose qui s'envole. Et on voit évidemment toute l'hyperbole que l'on peut avoir dans la prononciation. Eh bien, c'est un procédé qu'utilise, par exemple, l'écrivaine contemporaine Myriam Leroy dans Les Yeux rouges. Et on vient d'en faire une adaptation théâtrale au Théâtre de Poche, et là on voit évidemment cette dimension. Elle utilise le style indirect libre tout le long de son roman pour faire parler son harceleur. Et donc c'est qu'il me cherche des poux comme ça publiquement, enfin, c'était quand même pas parti de nulle part. Il devait bien avoir un contentieux entre nous, un passif. Il ne pouvait admettre qu'un mec, même s'il n'était pas tout juste dans sa tête, passe ses journées à m'insulter sans qu'il se soit rien passé. Il dit, c'est pas forcément que j'ai provoqué l'affaire, mais juste qu'il y avait dû avoir un show, un Big Bang originel. Il y avait toujours un Big Bang originel, même un truc mineur. Pas nécessairement une ouverture d'hostilité de ma part, mais un truc qui aurait dû lui aller très loin, le remuer très profond pour qu'il nourrisse une telle obsession. Et donc, par de nouveau cette distance, c'est le harceleur qui se condamne lui-même, on n'a pas besoin de mettre son discours en scène. Et donc finalement, pour moi, l'ironie serait un jeu social portant sur les valeurs morales, esthétiques et idéologiques d'une société donnée. Son essence serait alors constituée par le caractère subversif des mots. Elle est fondée sur un pacte humoristique et sur une double énonciation. Elle est à la fois montrée et dissimulée, je vais y venir. Et puis il y a quelque chose aujourd'hui, et ça me semble, par rapport au style indirect libre, c'est du long le style indirect libre, c'est de la narration. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on est dans du court, du bref. Et donc on n'a pas les mêmes formes d'ironie. Aujourd'hui, alors on avait le mot d'esprit qui existait évidemment, la pique, mais aujourd'hui on est dans la punchline, dans les tweets agressifs, et du coup on est là dans des formes qui doivent s'adapter à des formes brèves et qui sont peut-être moins dans une construction plus élaborée, si vous voulez, de l'ironie, tout simplement par le média utilisé. Je parlais de l'ironie montrée et dissimulée. Vous connaissez tous évidemment l'histoire du point d'ironie, qui est un truc absurde finalement. C'était de marquer l'ironie en la montrant. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait quand on met un petit énoncé, on se dit il va peut-être mal le prendre, hop, je vais mettre un petit émoticône, donc il y en a plusieurs avec sarcasme ou ironie, et donc finalement aujourd'hui, on montre cette ironie, on est un peu obligé parce que sinon c'est vrai qu'il y a tout de suite, on est dans je vous disais des configurations qui augmentent le pathos, les émotions pathémiques, et donc on est obligé de les désamorcer en montrant l'ironie. Alors je terminerai par quelques marques de ce qui aujourd'hui fait l'humour du net et qui n'est pas nécessairement dans le renversement, le détournement, la figure de style, mais voilà, je vais vous en montrer quelques-unes.
Ben voilà, par exemple, ceci, les répliques intellectuellement politiques. Tu t'engages bien par écrit pour une tu t'exprimes bien par écrit pour une migrante. T'es arrivé en Europe il y a combien de temps? L'Europe est arrivée chez moi vers le XVIIe siècle. Et donc là, on voit bien, évidemment, hein, le retournement, hein, l'ironie, mais qui doit être courte. Hein, c'est du prêt-à-dire. Hein, voilà. Alors ici, de la graine de criminel, pas de pitié. C'est une personne qui s'exprime sur les enfants syriens que l'on veut rapatrier. Et puis l'autre personne dit « Et vous êtes un bourgeon de génocidaire ». On voit que ce qu'il fait, c'est il prend graine de criminel et il retourne hein, par une espèce de loi du talion hein, l'insulte qui est, elle, de premier degré. La seconde est du second degré. On a aussi les fausses citations. Hein, par exemple, Mathieu Pelletier, un chroniqueur à l'RTB, philosophe aussi. Je ne dis pas que Rosa Parks a tort, mais elle dessert la cause anti-ségrégation. Elle est trop culpabilisante. Et puis, on ne va pas se prosterner devant une femme qui, d'ailleurs, devait être à la maison. Et donc, en disant ça, on peut se dire, il fait un énoncé ironique. Mais quand il met un vieux con des années 50, quelque part, évidemment, il se met... il désamorce un peu tout en révélant trop, parce que là, quelque part, en disant un vieux con, ben, d'office, il pose un... il dit, c'est pas ironique, hein, un vieux con, c'est une insulte. Hein, donc, mais il y a des usages de la parole de l'autre, parce que là, il fait une polyphonie, hein, il met en une voix autre, l'altérité, qui se condamne de nouveau par sa propre énonciation. Dans les mécanismes de détournement, j'ai aussi trouvé, alors là c'est un peu naïf et c'est pas toujours possible de détourner de façon ironique. Et d'ailleurs là, ce n'est pas ironique, c'est naïf. C'est dans l'Arabe du futur de Riyad Satouf. Et vous savez que bon, il est mi-syrien, mi-breton, et là il veut s'intégrer et donc il va dans le milieu du foot, hein, qui intègre bien la différence. Je me suis assis sur le banc et j'ai ouvert mon sac. Et t'es à ma place, dégage. Ta place, c'est là-bas. Et c'est la place du PD. Hein, il est mis. Et lui, il dit, PD, ça veut dire premier défenseur. Et donc, dans cette espèce de naïveté, il y a une espèce d'ironie, mais qui est tout à fait différente, hein, d'une ironie agressive, etc. Parce qu'en fait, on revient à ce que pourrait être le sens premier d'un mot. Qu'il invente évidemment, hein, c'est comme presbytère de Colette, il sait pas, PD, il sait pas, il est trop petit pour savoir hein, que c'est une insulte, et du coup il croit que c'est premier défenseur. Et dans cette naïveté, il y a aussi un retournement peut-être qui est une nouvelle forme de l'ironie. Alors je vous parlais des femmes, et ça va, je suis dans les temps, je vais terminer. Alors les travaux de Pierre Skounk, hein, qui est ma référence hein, en matière d'ironie, avaient pointé la question du genre. Bon, on sait que Voltaire avait écrit hein, femme, soyez soumise à vos maris. Bon, c'était aussi un texte très ironique. Hein, il nous disait ceci: il n'y a pas longtemps, certains esprits, par ailleurs tout à fait respectables, refusaient de reconnaître au peuple et aux femmes le sens de l'ironie. Hein, c'est toujours marrant, il y a la dimension classiste et la dimension sexiste. Le peuple ne comprend pas l'ironie, la femme non plus, disait Georges Palante, un avis sur lequel René Carrère renchérissait en écrivant que l'ironie est exécrée de ces êtres impulsifs que sont les femmes et la foule, et fort goûtée en revanche des esprits artistes et méditatifs. Donc il y a l'idée d'une élaboration ironique, hein, qu'on ne pourrait pas être justement dans cette espèce de punchline. Plus catégorique, Joseph Conrad faisait dire à l'un de ses personnages dans Sous les yeux d'Occident: les femmes, les enfants et les révolutionnaires exècrent l'ironie, négation de tous les instincts généreux, de toute foi, de tout dévouement, de toute action. Eh bien, j'ai l'honneur de vous dire qu'il y a quand même des femmes qui sont ironiques, humoristiques, etc. Je ne sais pas si vous connaissez ces émissions piquantes sur Teva, où vous avez, sous le mode des comédie shows, Nicole Ferroni, qui reçoit notamment Florence Mendes, qui est une Belge, et d'autres humoristes. Et ce qu'elles avaient reçu pour créer cette émission, on peut rire de tout et tout dire. Et donc j'en reviens, si vous voulez, au premier principe, on ne peut plus tout dire. Ah ben là, Teva avait fait comme note d'intention à l'humoriste Nicole Ferroni: on peut tout dire. Mais on va voir que les femmes, alors évidemment elles vont utiliser l'ironie, mais elles ne vont pas utiliser que l'ironie, qui est quand même basée aussi sur quelque chose qui est de l'allusion. Les femmes vont, et je terminerai par là, plutôt aujourd'hui, dans l'humour, dans les chroniques, etc., elles vont plutôt utiliser la trivialité et la raillerie. Si vous pensez, je terminerai justement par quelque chose, enfin je vais lire la première et puis la deuxième, c'est Blanche Gardin. Alors, il ne se passe plus rien dans ma vie. Ah si, je mets des colliers. La nouveauté 2017, je mets des colliers, quitte à pas me faire baiser, autant ressembler à une femme de lettres. Bon, hein. Donc, mais là, il n'y a pas, si vous voulez, d'inversion. Hein, il n'y a pas, voilà, il y a de la raillerie. Et je terminerai par quelque chose où on fait justement une allusion à la religion. J'en ai pas beaucoup parlé, mais elle parle de choses crues. En parlant de la sodomie, la première fois, même si tu es profondément laïque, tu pries. Mon corps s'est éjecté du lit comme une grenouille. Hein, et donc, on voit là de nouveau que
s'il y a quelque chose qui est de la dimension ironique, il y a plutôt cette idée d'une trivialité. Hein. Un mot n'est pas là pour un autre, un mot est là pour ce qu'il est, hein, et justement pour avoir cet aspect d'une parole publique féminine qui peut choquer. Hein, parce qu'évidemment la femme devait rester à sa place et je pense que c'est ce que disait aussi l'ironie, voilà. Et donc sur ces deux modes d'humour contemporain que je termine ma communication. Merci de votre écoute.